toutes et à tous, bienvenue. 6 marins pris en otage par des pirates puis libérés au Nigeria. Des personnes non identifiées qui investissent un navire-citerne à quelques 550 km au large de la Côte d'Ivoire. Depuis le début de l'année, les actes de piraterie maritime semblent repartir à la hausse dans le golfe de Guinée. Le phénomène représente une préoccupation sérieuse pour le commerce maritime international et fait l'objet de concertations politiques au plus haut niveau. Quelle est l'ampleur de la menace sur l'Afrique de l'Ouest et comment s'organise la riposte? Nous en parlons aujourd'hui dans ce numéro d'échange avec un acteur de ce secteur. Il s'agit du commandant Tcha Padassé. Soyez le bienvenu sur ce plateau d'échange. Merci. Vous êtes capitaine au long cours, expert maritime. Vous êtes également doctorant chercheur à l'université de Lomé au Togo sur la gouvernance et la performance des ports d'Afrique de l'Ouest et du Centre. C'est bien ça, je Tout ne me à trompe fait, pas. tout à fait. Alors, quelle est l'ampleur de la piraterie maritime en Afrique en général et en particulier dans la région occidentale? Merci pour ce plateau déjà. J'aimerais dire un bonjour à tous les téléspectateurs qui nous suivent. Alors, pour revenir à votre question, l'ampleur de la piraterie en Afrique, je dirais, contrairement à ce que vous venez de dire, que la piraterie est en baisse. Et c'est en baisse parce que les menaces telles que nous les avons connues il y a de cela 5 ans, et qui ont d'ailleurs conduit à des mesures comme la charte de Lomé et autres, véritablement on connaît une baisse. Et sur la période du dernier semestre 2022, on a connu 16 cas et en 2021 on était à 57 cas, je crois. Sur toute l'année 2021. Sur toute l'année 2021, voilà, on avait 52 cas. Voilà, 52. L'année passée, on a 37 cas. Et cette année, c'est vrai que les chiffres ne sont pas encore sortis, mais je crois que quand même, il y a une tendance à la baisse. Alors, qui est touché par ce phénomène? Qui sont les pirates? Alors, qui est touché par ce phénomène? Je crois que nul ne peut se sentir exempt de ce phénomène. Déjà, c'est vrai que par effet domino, les marins sont les premiers qui sont touchés. Qui dit marin donc parle de compagnie maritime et donc risque et assurance. Mais de l'autre côté, quand on analyse plus à fond la question, on se rend compte que les États sont touchés, les consommateurs sont touchés, l'économie en lui-même en général est touchée. Et donc, qui est le pirate? Le pirate est également sa propre victime dans cette affaire. Alors, à quel degré les consommateurs, vous parlez des États, des compagnies maritimes, à quel degré chacun est visé, est touché par ce phénomène? Oui, quand je prends par exemple les marins, il y a une psychose à aller en mer quand on sait que la zone est dangereuse. Personnellement, j'ai connu des gens qui ont subi ça. Et l'effet est assez palpable. Alors, au niveau de l'économie, par exemple, ou des consommateurs en général, le problème, c'est que, comme vous le savez, le transport des marchandises est toujours sous couvert des assurances maritimes. Et qui dit assurance dit risque. Et quand le risque est élevé, l'assurance est élevée. Et donc, le coût du fret devient élevé, ce qui va réjaillir sur le coût des importations. Du faisant que, les choses étant que nous importons beaucoup plus, et le consommateur final, du moins c'est l'importateur, lui va répercuter les prix sur le consommateur. Et au final, que ce soit le consommateur, le citoyen lambda qui ne connaît rien du secteur maritime ou même la famille du pirate qui est allé pirater, tout le monde va aller au marché, va acheter quelque chose à un prix plus important que si les choses étaient normales. Dans la famille du pirate, c'est pas évident qu'elle aille au marché pour payer parce que... Alors, quand vous dites que les États sont touchés, est-ce que les pirates viennent de ces États qu'ils sont ou bien ils viennent d'ailleurs pour pouvoir poser leur acte dans la région? Oui, vous savez, les États, quand je dis les États sont touchés, c'est que un État doit donner une certaine crédibilité vis-à-vis des institutions internationales. Et quand il y a ces genres d'actes qui se posent,
Ça veut dire que le pays en question, au niveau, au niveau de certaines questions, n'est plus répondant. Ou alors, il perd en souveraineté. Et d'ailleurs, le secteur maritime, l'État doit exercer sa souveraineté sur son territoire. Et donc, quand il n'y a pas sécurité, c'est que l'État lui-même est absent, si vous me prêtez le terme. Et donc, oui, en ce sens, le fait qu'il y ait la piraterie pose un problème institutionnel de l'existence même de l'État sur sa mer et par ricochet sur l'activité économique qui est très importante pour nos pays. Alors, quand on prend le golfe de Guinée, du Libéria, on va jusqu'à Pointe-Noire, est-ce qu'il y a des zones plus dangereuses que d'autres? Bon, c'est vrai que historiquement, déjà, on est parti du Nigeria qui était pour nous les marins, le Nigeria était la zone la plus dangereuse. Après tout, c'est allé un peu plus, c'est venu vers l'ouest, le Bénin. Après, maintenant, on est venu sécuriser les choses à Lomé. Et bon, en général, aujourd'hui, c'est la haute mer qui fait plus peur aux marins parce que proche des côtes, contrairement il y a de cela 10 ans, proche des côtes, les marines nationales arrivent à juguler le risque. Mais quand vous allez plus en haute mer, là, le risque existe. Et c'est vrai que là aussi, n'est pas pirate à plus de 200 000 marins qui veut, mais qui peut. Il y a une question de moyens. Pour aller jusqu'à 500 km des côtes et pirater un navire, il y a est-ce qu'aujourd'hui, en tant qu'acteur, vous arrivez à définir les causes de l'insécurité maritime? Alors, l'insécurité maritime, oui. Les causes... Dans la région de l'Afrique de l'Ouest? Oui, bon... Oui, les causes sont les mêmes partout? De manière certaine, peut-être pas. Mais on pense que les causes sont liées, dans un premier temps, à la pauvreté. Et la deuxième chose aussi que les experts consentent à dire, c'est les activités illicites, comme par exemple la pêche illicite. Et la pêche illicite en Afrique de l'Ouest, parce que nos États ne peuvent pas contrôler tout ce qui se passe en mer, occupe près de 50% des activités de pêche en mer. Et une fois que ce taux est aussi important, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que les riverains, qui vivent de la pêche perdent de l'emploi. Et s'ils perdent de l'emploi, d'une manière ou d'une autre, il faut se reconvertir. Ils peuvent donc très bien se reconvertir dans une activité légale, comme dans une activité illégale, comme la piraterie ou autre chose, ou le brigandage maritime ou portuaire. Donc, ce sont les deux causes les plus profondes. Oui, je pense que fondamentalement, c'est les deux, mais aussi, peut-être, il y a aussi le gain facile. Le gain facile, parce que une fois que on peut faire de l'extorsion pour réclamer des sommes faramineuses aux armateurs et autres. Mais d'autres aussi ont pointé du doigt la responsabilité de certains opérateurs, comme au Nigeria, quand on parlait du cas des pipelines qui sont percés. Certains ont évoqué le fait que les gens vivent dans des milieux assez pauvres et que de l'autre côté, il y a des organisations tellement riches que le contraste peut créer de l'envie et donc des actes malveillants. Alors, l'efficacité des contrôles de navires repose en grande partie sur la connaissance des profils des criminels. Est-ce qu'il est aussi aisé de distinguer une embarcation qui sert à la pêche la plus légale que soit d'une embarcation pirate? Non. Et, ils n'écrivent jamais sur leur visage « nous sommes des pirates ». Et l'histoire, le seamanship, comme on le dit, veut qu'on se porte assistance en mer, qu'on soit solidaire en mer. Et dans le temps, quand vous rencontrez un bateau, vous voyez une pirogue en mer, vous avez tendance à les saluer, à vous saluer entre vous. Ou même, et quand eux, ils ont du poisson, vous pouvez acheter le poisson avec eux.
Et donc, c'est très difficile de dire que, bon, si celui-là, il est là pour me tendre un piège. Donc, c'est difficile de le reconnaître. Mais beaucoup de bateaux ont été effectivement piratés juste parce que... De la sorte? De la sorte. Un bateau de pêche s'est approché pour échanger, pour vendre du poisson et autres. Et finalement... un pêcheur déguisé en pirate ou un pirate déguisé en pêcheur. C'est ça. Il a des bandits à bord et puis qui, d'un seul coup, ils montent sur le bateau, ils prennent les gens en otage et puis voilà quoi. Alors, lorsqu'une attaque échoue, par exemple, sur un bateau, est-ce que les pirates, ils marquent le pas ou ils restent dans la zone pour attaquer d'autres bateaux? Comment est-ce que ça se passe? Bon, quand ils échouent, s'ils échouent, c'est qu'ils sont mis véritablement en danger. Alors, ils partent en toute vitesse. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, les bateaux ont pris des dispositions pour lutter, mais il faut reconnaître que c'est pas suffisant. Voilà pourquoi aujourd'hui, on peut retrouver même de la garde armée à bord des navires, justement, parce que... Des navires marchands ou oui, des navires marchands. Donc, ce sont ces navires qui font la demande ou... Oui. Ils font la demande, c'est-à-dire la compagnie fait la demande et puis il y a la sécurité privée, ça peut être aussi des militaires qui vont monter sur le bateau. À Lomé, par exemple, c'est quand le navire approche, ils prennent de la garde armée qui est à bord. Donc, en haute mer, c'est pas possible? En haute mer, là, c'est ce qu'on appelle l'escortage. Soit ça peut être de l'escortage ou bien carrément embarquer la garde armée. Et ils font le voyage avec les militaires. Jusqu'à quel niveau? Non, jusqu'à ce que leur mission finisse et ils se font relever. Jusqu'à ce que le navire quitte les eaux où la menace est... Parce qu'il y a des zones, au fait, quand vous prenez les cartes maritimes aujourd'hui, il y a des zones qui sont reconnues comme des zones à risque. Et donc, un bateau qui sait qu'il aura une traversée dans cette zone prévoit et prend de la garde armée, voilà, pour... l'escortage, c'est que il y a une embarcation de marins militaires qui escortent un navire qui, lui, est un navire de commerce jusqu'à une certaine distance avant qu'il ne parte. Mais ça, c'était vrai quand la piraterie était encore sur les côtes. Mais aujourd'hui, comme c'est allé à des distances vraiment élevées, je ne sais pas comment, mais c'est embarquer les marins ou plutôt les militaires à bord qui est plus pratiqué. Alors, est-ce qu'on peut faire aujourd'hui un lien avec le terrorisme en Afrique centrale et au Sahel? La piraterie maritime le long des côtes des pays de l'Afrique de l'Ouest et ce phénomène d'insécurité au fond des terres. Oui, bon, est-ce qu'on peut faire un lien? La réponse n'est pas évidente, mais on peut penser que, puisque cette activité apporte effectivement des ressources importantes, sans grands efforts, ça peut être une source de financement. Comme on le dit, ce qui se ressemble s'assemble. Et on ne serait pas surpris que des terroristes puissent se mettre en connivence avec des pirates pour organiser leur financement. Mais ça, ce n'est qu'une analyse, mais bon, peut-être il faut pousser encore pour voir comment ça peut se faire et dans quelles conditions. Nous allons d'abord marquer une pause et revenir pour la suite de cette émission Échange.